Le One Piece game YouTube est éclaté. On va dire les termes, mais on va pas en parler tout de suite. On en parlera un peu plus tard. Mais comme voilà, on est toujours deux dans le podcast. Je te laisse te représenter pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Moi c'est Yoshirana, je fais des vidéos sur YouTube, genre en jeu vidéo. One Piece c'est quand même mon manga préféré, donc c'est un plaisir d'en parler. Bon, de toute façon, même moi, je fais des vidéos foot, rien à voir, mais voilà, vous avez vu le nom de la radio, Nai FM, c'est très ghetto, mais on parle de One Piece, donc c'est pas mal. On va commencer aujourd'hui par le chapitre qu'on a eu là, un chapitre vraiment masterclass de A à Z. Toi, t'en as pensé quoi? Franchement, j'avais dit la dernière fois dans le podcast, ouais, le flashback, je sais pas trop où ça va aller. Bon, au final, là, il est en train de nous cook une hype exceptionnelle, là. À tout moment, ça part sur les plus grosses dingueries, mais là, le chapitre, déjà, c'était très, très cool. Enfin, pouvoir voir, Xebec, du coup. C'est vraiment très cool. En fait, ouais, je l'ai déjà dit, mais ce chapitre, pour moi, c'est l'un des meilleurs chapitres qu'on a eu depuis Onigashima. C'est pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs, parce qu'en fait, on va voir tout l'équipage de Rox, on commence à capter un peu sa mentale et tout, il nous explique et tout, et c'est pas la fin. On est que sur le début, entre guillemets, du flashback. Donc, en fait, ça nous avance que du lourd. Donc, vraiment, j'étais comme un enfant devant le chapitre. J'étais en mode, putain. En fait, j'ai capté que c'est pour ça que j'aime One Piece, tu vois. C'est pour des chapitres comme ça que je me tape des chapitres éclatés depuis 10 chapitres. C'est pour des chapitres comme As. Ah ouais, ça dit les termes sur les chapitres, là. Je dis pas que c'est éclaté, mais c'était un peu mid. Genre, c'était pas... les chapitres te transcendaient pas. Alors que là, celui-là, il m'a bien transcendé, tu vois. Non, après, qu'est-ce qu'il y avait du coup dans le chapitre? Sinon, on peut parler un peu plus des différents trucs qu'on a eu. Déjà, du coup, Xebec qui a un flow de fou furieux. Je serais pas surpris que le perso, il soit dans les top popularités et tout, parce que le chara design, comme dit, il pète la classe. Le perso, c'est vraiment le perso, genre, les bons gros persos One Piece que tu as apprécié dans le caractère, dans le truc, dans le machin, genre le gars bien déterminé, prêt à fumer des gueules, le gouvernement, tout ça. Et ouais, non, pour l'instant, c'est grave stylé. En plus, il a une mentalité un peu... j'allais dire Luffy un peu, mais c'est pas tout à fait vrai, mais genre à inviter tout le monde dans son équipage pour faire un truc. Et en plus, il essaye, Oda, avec le perso, de raccrocher des bouts de lore, des V-Backfight, tout ça. Et il tente de lancer des trucs pour faire non, mais vous inquiétez pas, les gars, en fait, tout était prévu. Je t'avoue que là, quand il y aura tout ça en animé, il y aura de ces edits sur Xebec, il y aura des trucs, et les gens ils vont se la tuer sur Premiere Pro pour faire des edits, hein. Ça va être une sauvagerie. Et même en vrai, je me demande si tu penses si on va aller jusqu'à Gold Valley et tout. Je me dis, est-ce que c'est là l'occasion ou est-ce qu'il va nous faire comme flashback de Kuma, il va nous reteaser un peu, mais il va s'arrêter là, on aura juste un point de vue vite fait, je sais pas. Parce que je pense que s'il continue le flashback de Godvalley, il faudrait que ça ait un intérêt pour les personnages présents actuellement sur l'île. Et actuellement, je sais pas s'il y a assez, bon, il y a Scopper Gaban, éventuellement des chevaliers divins qui sont présents. Mais il n'y a pas trop d'autres liens avec God Valley actuellement, donc je sais pas si c'est la bonne occasion ou pas. Je t'avoue que je suis pas sûr de la pertinence de le faire, à part pour nous les fans. Moi, si me mets God Valley là je suis très très content. Mais je pense que c'est un peu le climax du passé dans One Piece en termes de piraterie et tout. Genre si j'enlève le siècle oublié et tout ça, tu vois. Donc je t'avoue de le faire là, ça ferait passer aussi l'arc dans un autre level au niveau des tier list des meilleurs arcs, tu vois. Mais je t'avoue que au niveau de la pertinence, je sais pas. Après ça dépend, tu vois, ce qu'on va découvrir. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on va découvrir qui sont intéressants par rapport à l'arc, mais je t'avoue que ça va dépendre aussi de ce qui s'est passé, quoi. Moi, c'est pour ça que je suis pas forcément convaincu. Je le verrais bien. En fait, comme t'as dit, c'est un peu le climax. Pour moi, ce serait vraiment un des derniers flashbacks avec un vrai truc du siècle oublié, si jamais il y en a un. Pour moi, ce serait ça. Donc, le mettre là, tout de suite, sur Elbaf, je suis pas forcément convaincu. En fait, Godvalley, c'est tellement un truc en mode piraterie, clash entre les deux figures et tout ça. Bon, il y a le gouvernement qui est impliqué aussi, mais il y a tant cette vibe-là que je me vois mal le foot dans un arc comme ça, ou quasiment pas basé sur les pirates, en fait. Je trouverais ça bizarre, un peu. Ouais, en vrai, je voyais pas trop cet aspect-là, je voyais plus l'aspect, comme dit, du climax et tout ça. Mais ça m'a fait penser à un autre truc par rapport à ce chapitre-là. C'est les théories qu'il y a eu en un seul chapitre. Tu vois, la commu One Piece en général, on fait des théories et tout. Mais en un chapitre, là, j'en ai vu au moins une dizaine passer. Bon, j'ai pas tout regardé dans les détails, mais j'ai vu des trucs par rapport à Caribou et tout. J'avais vu une théorie comme quoi, vu que son père, il était à la ruche, c'est pour ça qu'il a un logo alors que c'est un big neuil et tout ça. J'ai vu tout plein de théories, je sais pas si t'en as vu toi en vrai. Ouais, si, j'ai vu des trucs, genre, tu sais, un des gars de l'équipage de Xebec, celui
celui qui gardait la ruche. Ouais. J'avais vu que lui, il serait peut-être le père de quelqu'un du style en caribou, un truc comme ça, et que ça rejoindrait du coup ta théorie. Ou alors les théories sur les autres enfants de Xebec, genre Baggy ou des trucs comme ça. J'ai vu quelques trucs là-dessus. Mais en fait, tu sais, carrément, moi, je me suis fait spoil le chapitre, malheureusement. Et je vois justement le truc, parce que j'ai lu le chapitre en retard, un peu, voilà, faut dire les termes. Et j'ai vu une photo avec Baggy et Xebec. Je me dis, mais non, il y a ça dans le chapitre, tu sais. Je me dis, genre, une révélation comme quoi c'est vraiment son fils. Et un bout, il a dit, palmarès de Baggy, fils de Xebec. J'étais en mode, mais non. Je lis le chapitre, je me dis, attends, il manque l'info, là. Il m'a menti. Il m'a menti, le boug. Enfin, je trouve que ça a un peu fait cette hype à l'époque de Onigashima. Sur les réseaux, tout le monde parle un peu, fait sa petite théorie et tout. Je trouve ça, on a un peu retrouvé ça avec ce chapitre. Même avec le chapitre d'avant, tu vois. En fait, c'est avec l'arrivée de Xebec, en vrai, clairement. Ouais, bah vraiment. Alors après, si je peux me permettre, petite digression sur la théorie sur Baggy. En vrai, moi ça m'étonnerait pas plus que ça, hein. Franchement, je serais pas surpris que Oda du jour au lendemain il nous fasse. Et en fait, Baggy, c'est le fils de Xebec ou alors le fils de son frère ou un truc comme ça, une connerie du genre, c'est obligé, il y aura un truc comme ça. Si c'est pas Xebec, ce sera avec quelqu'un d'autre, mais c'est obligé. Mais imagine le downfall. Xebec, Sasbach, Goldie Roger, tout ça, son fils, tu sais, doit avoir un niveau éclaté. C'est un big clown, littéralement, tu sais. Tu vois, Roger, son fils, c'est Ace. Il a eu le potentiel d'être roi des pirates, tu vois, s'il était resté en vie. Et le fils de Rox, c'est Baggy. Bah après, on a quand même la confirmation que l'autre fils de... Enfin, il y a un fils de Rox qui est... On sait, c'est Barbe Noire, hein, ouais. quand même. Oh, ça va, ça. Ça va. Genre, il est quand même bien loti, hein, le Rox, hein, putain. Ouais, en vrai, je pense qu'on a bien parlé du chapitre. Mais on peut faire le pont sur un autre sujet que je voulais parler. C'était un peu les rapports de force actuels dans One Piece. Parce que du coup, là, on a un peu découvert l'équipage de Rox, enfin des personnages qu'on connaissait pas, etc. Et la question que je me posais, c'est plus au niveau des rapports de force. Il y avait un peu une époque où t'avais des gens, ça faisait des théories mathématiques sur les rapports de force dans One Piece. Là, avec tous les nouveaux personnages qu'on nous donne, tous les nouveaux événements et tout, c'est un peu plus compliqué. Toi, t'en penses quoi un peu de comment c'est géré actuellement? Qu'est-ce que ça peut impliquer et tout pour le futur et tout dans One Piece? Bah moi, je l'avais peut-être déjà un peu dit, mais les rapports de force dans One Piece, depuis à peu près Wano, peut-être Whole Cake, ça dépend à peu près comment on prend, mais à post-Wano sûr à 100%, ils ont un peu été déréglés et actuellement, ils servent plus le scénario que la cohérence de l'univers, pour être honnête. Genre, on connaît la prime de Crocodile, des trucs comme ça. Donc actuellement, j'ai l'impression, tu sais, ils rehaussent un peu les niveaux de puissance de certains personnages pour rendre l'histoire plus intéressante à suivre et éviter que t'aies que des gens faibles. Après Rock, c'est un peu un cas particulier parce qu'il est censé avoir rivalisé avec Roger et tout, donc c'est censé être un monstre de puissance déjà à l'époque. Mais pour les rapports de force, en règle générale, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de cohérence qu'à une période. Mais attends, mais quand tu dis des persos qui ont été réévalués, tu parles de qui, genre? Crocodile, mais en vrai il y a des genre Lucci, des trucs comme ça, tu sais, plein de persos qui sont réapparus là récemment, qui tu vois que Hancock soit surpuissante parce que son fruit il est juste pété, pourquoi pas, mais ça passe pas avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire, et pourtant il fait quand même un rehaussement global comme ça du niveau, mais justement pour que l'histoire soit encore pertinente à suivre et que c'est pas juste 3 Gugus qui se tapent au sommet du monde. Mais non, en vrai, Crocodile, on l'a pas vraiment vu se battre. Hein. Ouais. En fait, il y a eu sa prime, mais enfin voilà, on sait que la prime depuis Onigashima, tout ça, ça veut pas vraiment dire grand chose sur la puissance. T'as juste à voir Luffy, Loki, ils ont la même prime. Et rien à voir, c'est 3 mondes d'écart, littéralement. Non, il s'est fait exploser. Enfin bref. Rien à voir. Bah, justement, Crocodile qui a une prime de 2 milliards, presque. 1 milliard. C'est pas 1 milliard 9 un truc comme ça. Non, c'est un. Il me semble que c'était proche de Zoro et Sanji, la prime. Il me semble. Ça m'étonnera qu'il ait élevé le haki démoniaque pour avoir son niveau, tu vois. Donc, les primes, on peut pas trop se baser dessus pour la puissance. Même de base, t'avais des primes de Sugun Yunko qui étaient supérieures et tout. Pourtant, c'est plus ou moins la même puissance vu que c'est les mêmes statuts. Donc, j'avoue, je trouve qu'il n'y a pas forcément eu ce... Enfin, pour Lucci, si. Parce que forcément, Lucci, on parle d'un gars qui était à la post-ellipse. Mais justement, on a déjà eu cette réévaluation des puissances après l'ellipse. Et Lucci, c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis. Donc après, ça peut aussi s'expliquer de l'ellipse, tu vois. Mais je trouve qu'on n'a pas eu forcément d'autres persos où on a eu, comme par hasard, une évolution de puissance d'un coup. Enfin, expliqué entre guillemets de nulle part pour servir le scénario forcément, parce que le rapport de puissance sert le scénario, parce que tout se règle par la bagarre dans One Piece. Mais à part ça, je t'avoue, j'en vois pas trop.
Non, non, c'est vrai, j'ai un peu mélangé l'histoire de prime, rapport de force. Donc en vrai, si on part du principe que les primes suffisent exactement le rapport de force, t'as raison en général, on va dire. Mais ouais, ok. Ça me fait penser d'ailleurs aussi, c'est quoi la prime de Mihawk déjà? Il a pas une prime proche d'un Yonko? Mieux qu'il a la prime, il est plus haut que Luffy, hein, il me semble. Voilà, bah, wesh, Il attends. me semble, j'ai un doute. Mec, j'ai envie de vérifier carrément en direct prime Mihawk. Mais je t'avoue que, à l'époque, moi je me rappelle, voilà, on en parlera plus tard des créateurs de contenu One Piece, mais ça faisait des barèmes avec la prime, ça faisait des comparaisons, et je te jure, j'en suis sûr, ils ont sorti des tableaux Excel pour faire des trucs à masse. C'était vraiment sidérant, tu vois. Donc bon, je vais ça regarder prime Mihawk en vif là. Ah, ça va aller sur le One Piece Wiki, hein. Ah putain, où est sa prime? 3 milliards 590 millions. Ah putain, il vit, hein. Putain, il vit. Mais en vrai, pour toi, c'est quoi l'intérêt des primes en vrai dans One Piece? En fait, les primes dans One Piece, je vais faire une comparaison un peu avec Dragon Ball, ce sera plus simple. Vas-y. De base, c'est quand même un système de puissance quand même dans le fond. C'est quand même une sorte de hiérarchie des puissances, mais qui fonctionne un peu de façon dynamique, on va dire. Tu vois, là où dans Dragon Ball c'était le gars à telle puissance brute, et donc bah, l'objectif c'était de dépasser sa puissance. Là, c'est le gars il a une prime. Mais du coup, ça te permet d'avoir une échelle globale sans pour autant te dire, lui, tu pourras jamais le battre. Parce qu'en fait, c'est juste une prime. Donc, ça te permet juste d'avoir, comme dit, une représentation des différentes puissances et aussi d'avoir une sensation d'évolution des personnages principaux dans ce classement, entre guillemets. Je vais appeler ça un classement. Mais du coup, ça te permet aussi, genre, quand Luffy gagne une prime, tu fais waouh, il a augmenté, il est devenu fort, il commence à monter, tu vois, en galon. Ça te permet de montrer tout ça, les primes. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais je pensais plutôt au niveau du scénario. Parce qu'il y avait un book, justement, je sais plus, qui parlait du fait que c'est dommage que c'est pas trop exploité dans le scénario, parce qu'au final, on a un post-arc, waouh, il a une nouvelle prime, et c'est tout. Non, Et c'est faux, il y a la prime de Sanji Enfin, Only Alive. c'est vrai que j'avais C'est un zappé petit ça. truc. Mais en vrai, c'est la seule fois où il a été un peu exploité, mais je pensais plus au niveau des chasseurs de primes et tout. On en a eu au tout début, avec Zoro et tout là, au tout début. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça n'a pas été exploité parce qu'en vrai, ça aurait pu être un. Je sais plus si c'était le philosophe, le youtubeur qui en parlait. Mais ça aurait pu être exploité dans le sens où, à la fin d'un arc, tu vois, t'as des chasseurs de primes qui viennent un peu pour faire les rapaces, pour remplir le compte bancaire, etc. Venir récupérer les pirates et tout. Mais je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas cette exploitation là. Même je crois qu'il y a un film. One Piece où t'avais justement un chasseur de primes qu'on battait et tout. Et je trouve que c'est grave dommage que ce soit pas trop exploité. Je sais pas toi ce que t'en penses, si ce sera intéressant. Bon là c'est trop tard, tu vois. Là on est peut-être trop avancé dans l'histoire, mais est-ce que tu penses que ça aurait été intéressant plutôt de plus à approfondir cet aspect-là de One Piece quoi? Je suis d'accord, ça a toujours été un sujet qui dit en général, c'est que il y a certains groupes de personnages, surtout les chasseurs de primes, qui ont toujours été un peu mis de côté, parce qu'on sait qu'ils existent. On sait que ça a un peu d'influence. S'il y a quand même des primes qui sont mises sur la tête des gens, c'est peut-être quand même qu'il y en a qui vont essayer de récupérer ces primes. Mais c'est vrai que je crois, dans le Nouveau Monde, on a vu juste un Dressrosa, un bouc dans le Colisée, et c'est tout, je crois. Enfin, c'est sûr que je pense qu'il y aurait eu des moments dans l'histoire où ça aurait été pertinent. Pas forcément dans les gros arcs et tout, mais genre je vois bien sur Sabaody, tu vois, c'était un peu une île un peu bressante, tu vois, il y avait des bails chelous là-bas. Bah, ça aurait pas été si surprenant. Après, je dis ça, je suis en train de réaliser que Sabaody, je crois qu'il y avait un groupe de chasseurs de primes, je crois que le groupe des poissons volants là, il me semble que c'était peut-être des chasseurs de primes. J'ai un doute maintenant que j'en parle. Le truc des poissons volants, mais c'est Oui, quoi tu ça? sais, le gars qui avait une tête qui ressemblait à Sanji sur son avis de recherche. Ah oui putain ouais ouais Il y avait quand même quelques chapitres qui se sont déroulés là-bas à les tabasser. Et il y a moins que c'était du coup des chasseurs de primes, j'ai un petit doute. Ou alors juste des kidnappings, des gens qui faisaient des kidnappings, je sais plus. Mais en tout cas, c'est dans des arcs comme ça, ou à Jaya, ou des trucs comme ça, je pense que ça aurait été assez pertinent de ramener des chasseurs de primes. Ouais, en fait, des endroits où Oh. c'est le sbeul, où il y a que des pirates. Ouais, Des endroits où c'est bien sombre. Ah, parce qu'en plus, enfin, frérot, imagine un chasseur de primes qui a le niveau de chasser les empereurs. Mais même en vrai, je pense que ça aurait été même intéressant. Bon, je suis un maxeur là, je commence à faire des théories de fou. Mais genre, peut-être des organisations et tout. Qui s'occupe de chasser des primes, mais genre d'équivalent entier. Parce qu'en vrai, si t'as un chasseur de primes qui, on va dire, il peut te tabasser Shanks, il peut faire un 1v contre Shanks. Il y a tout son équipage derrière. Je pense qu'il fait pas le poids, tu vois. Donc en vrai, je pense que même si on aurait resté à cela, il aurait fallu peut-être un aspect d'une organisation peut-être qui gère tout ça, quoi. Et là, ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc. Au final, il y a moyen qu'on ait une sorte d'organisation de chasseurs de primes actuellement. Bon, la Cross Guild, La en Cross vrai. Guild. C'est pas ce seul centre d'activité, mais il me semble que...
Au final, c'est un peu ce qu'ils font avec les marines, du coup. Mais c'est ce qu'ils font, au final. Ils font un truc de chasseur de primes. En fait, ils ont mis l'aspect des primes chez les marines, mais au final, est-ce que tu penses qu'on va vraiment avoir des têtes qui vont sortir du lot en mode ouais, lui il a tué un amiral, non et tout, comme un certain Rox, quoi, mais. Je pense que c'est trop tard. Là, je pense que c'est trop tard pour ajouter ce genre d'aspect au manga, pour le coup. Je vois mal comment il peut le rendre pertinent et tout, parce que ça voudrait dire qu'il y a un gars surpuissant qui sort de nulle part, qui a chassé des pirates. Je vois mal comment ça fait un bon scénario de film, à la rigueur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais après, on a déjà eu un film où on a un chasseur de primes. Bon, je l'ai pas vu, hein. Mais je sais que ça existe, tu vois. Donc j'avoue que même au final, ça, on pourra même pas le voir. Mais là, actuellement, je vois trop mal comment ça peut être intégré encore. Ouais, donc c'est un peu un aspect manqué de One Piece. Ouais, c'est vrai. Mais justement, ça fait le pont parfait sur le prochain sujet. C'est des défauts de One Piece, tu vois. Bon, on kiffe One Piece, tu vois. Mais forcément, il y a des trucs qui vont un peu moins, des trucs qui nous plaisent moins, des trucs qui sont éclatés, voilà, pour dire les termes. Pour toi, c'est quoi les choses à changer, les choses qui te font chier dans One Piece, genre les trucs que t'aimes pas, les défauts, quoi. Ah, j'y ai bien réfléchi et en vrai, je pense que le truc qui me fait le plus chier, c'est les méthodes qu'a Oda pour tenter de mettre une pression temporelle. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. En gros, je parle des trucs genre la cage à oiseaux, ou les démons de glace sur Onigashima, ou des trucs comme ça. Des événements, tu sais que de toute façon, ils vont pas poser plus de problèmes que ça, et qui sont juste là pour mettre un sentiment de tension, rallonger le récit, parce qu'au final, à chaque chapitre qui commence, on se retape quasiment tout le temps une intro en mode il reste 3h28 avant que la cage à oiseaux détruise Dressrosa. Et c'est ça, à chaque chapitre, ça fait une page à chaque fois. Bon, au bout d'un moment, ça fait beaucoup pour des infos comme ça. Surtout que c'est rarement très pertinent. Il y a des moments où un truc temporel comme ça peut fonctionner, genre le Battle Royale de Skypiea. Mhm, ouais. Mais la plupart, pour moi, ils nuisent un peu au récit. Je pense qu'il aurait gagné à le faire différemment. Et je parle notamment les démons de glace de Nigashima. C'est peut-être un de ceux que je déteste le plus. Parce que de toute façon, en plus, il y aura après une autre contrainte temporelle avec Onigashima qui va s'écraser sur Ouais, là, il y en a la capitale des fleurs. Donc en plus, il nous a fait un combo là. Ah putain, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bah moi j'avais fait un tapis, bon je t'avais déjà parlé, mais c'était le fait qu'il n'y ait pas de mort dans One Piece. Et en fait justement ça fait un peu le point avec ce que t'as dit. C'est plus ça le vrai défaut, je trouve que c'est la gestion de la tension de One Piece. Parce que, bon, forcément on est dans un shonen Nikitsu, on sait que les personnages ils vont gagner. Oh, faut pas dire ça. On sait que, bon voilà, Luffy qui se bat contre Kaido, même s'il il a perdu quand même plusieurs fois, donc ça a été cool, enfin cool entre guillemets. Mais on sait qu'au final il va réussir à le battre, tu vois. Mais le fait que on sait qu'il n'y a pas de conséquences pour l'équipage du coup au niveau de mort, etc. Je trouve ça c'est super dommage et que quand tu lis en fait tu sais comment ça se finit au final. C'est un peu décevant, tu vois. C'est pas tout à fait faux, je pense. Ouais, en vrai, la gestion de la tension, je sais que c'était un point qui était revenu beaucoup au combat contre Kaido, justement. Généralement, parce que les gens, avec le Gear 5 et tout ça, ils étaient pas contents qu'il y ait un clown qui vienne taper un des empereurs qui se transforme en dragon trop badass et tout ça. En vrai, là-dessus, ça n'avait pas posé problème plus que ça, mais ouais, du coup, ça montre quand même un point global dans One Piece avec la tension. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est peut-être le point qui est le moins bien géré dans le manga, parce que autant il y arrive dans certains combats à te mettre un sentiment de tension et de danger, Lesquels bah, pour moi, je te reparlais de l'arc primesque de One Piece, Enies Lobby. Donc, quand t'as les combats contre le CP9, le Buster Call et tout ça, t'es en pression un peu, t'es en tension. Alors, on est en tension, mais il faut remettre dans le contexte. Enfin, quand on lit le chapitre, c'est peut-être aussi l'une des premières fois où on a enfin, la deuxième fois avec Arlabasta. Mais c'est une des premières fois où on a un peu cet aspect de tout l'équipage qui combat et tout, donc forcément on a cet aspect de pression là. Et à force d'avoir vu le pattern plusieurs fois, on sait comment ça finit au final, tu vois. Ouais, oui. C'est vrai que après, par la suite, les mondes qui ont eu plus de tension, c'est ceux qui cassent, enfin qui suivaient pas le pattern, genre Sabaody quand Kuma a séparé l'équipage. Ouais, c'est vrai. Ou des moments comme ça, c'est plus là-dessus. Après, à voir. Moi j'aimerais bien qu'ils refassent une vibe comme ça dans le genre. Pas forcément Kuma qui a séparé l'équipage ou un truc comme ça, mais au final, ouais, c'est je sais pas,
une séparation involontaire de certains membres de l'équipage, Comment tu je voudrais sais pas. amener ça actuellement parce que... Bah, avec Robin, c'est facile, j'ai envie de dire. Ah, c'est vrai. C'est assez simple à justifier, je pense. C'est vrai que c'est un peu la clé de tout dans One Piece actuellement. J'avoue que j'arriverai pas à trouver de solution là comme ça en 2 secondes sur comment mieux gérer Ouais, la bon, tension de One Piece. Je n'en doute pas. Mais je t'avoue que je pense surtout que si je compare à d'autres mangas, je trouve ce pattern du fait qu'il y ait des combats. Enfin, tu vois, le pattern de One Piece, genre le Dressrosa, les arcs comme ça, tu vois. T'en as dans d'autres mangas, mais je t'avoue, je comprends pas là. Je vois pas, j'arrive pas à faire le lien, ce qui fait qu'on a plus de tension dans d'autres mangas que dans One Piece. Alors, t'en as certains, bon, alors, par exemple, Attack on Titan, c'est un peu différent parce que justement, il n'hésite pas à tuer des personnages, par exemple. Donc, tu sais que littéralement, le personnage peut mourir n'importe quand. Mais si je te prends des trucs qui ont des comparaisons à One Piece, genre Naruto, Dragon Ball, des trucs comme ça, moi je trouve que j'ai plus ressenti la tension genre dans certains moments, tu vois. Mais je t'avoue que je vois pas ce qui différencie. Hmm. Je t'avoue que dans la plupart des mangas, quand même, déjà faut le noter, la plupart tuent quand même des persos. Hein. Faut quand même le noter. One Piece, c'est un peu. Bon, il commence maintenant un peu, mais faut quand même le noter. Même dans les mangas où qui sont connus pour pas vraiment avoir de mort et tout, t'as quand même une tension sur la mort. Genre, là, tu parles Dragon Ball. Si je te parle de l'arc Namek, t'as quand même la tension. Genre, t'as plus le Dragon Ball, du coup, les gens peuvent vraiment mourir définitivement. Ceux qui sont sur la planète, c'est Krillin, Bulma et Gohan enfant, donc ils sont là ils vont se faire péter le cul, et même Vegeta il est en PLS dessus. Enfin, t'avais une giga tension et tout, juste basé là-dessus. Enfin, par le fait que tu saches qu'il y a vraiment possibilité de conséquences. Dans One Piece, il y a peu ce sentiment, j'ai l'impression de. Parce qu'au final, bah, t'es sûr à 100% de ce qui va se passer quasiment à la fin de chaque arc, et tu sais qu'il y aura pas la moindre petite conséquence la plupart du temps. Ça peut arriver, mais généralement, tu sais déjà quand t'arrives exactement comment ça va se dérouler, surtout pour les gros arcs, à la structure sur One Piece, on va dire. Comme t'as dit, les Dressrosa, la Basta, Wano, tout ça, tout ça. Mais c'est très 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 réel. Mais après, est-ce que ce serait vraiment pertinent que Oda là, on est hop, Kaido, il nous tue un petit personnage, là il nous tue, hop, il nous tue, je sais pas, Nami, j'ai de la merde. Hein. Non. Est-ce que ça serait vraiment pertinent aussi, tu vois? Je t'avoue, on critique beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de mort, mais est-ce que ce serait pertinent de... Il y a des personnages qui pourraient tuer, genre. Dans les 9 fourreaux rouges, Il y en a qui sont morts. il y en a qui sont morts. Mais Et c'est pas les enfin, plus voilà. importants. Voilà, faut dire les termes. C'est les personnages, on s'en bat les couilles. Tu vois, nous tue Kinemon. Là, il y a un impact. Et ça dessert pas non plus le récit, parce qu'il faut quand même des gens sur Wano pour défendre l'île un peu. Parce que t'as quand même le reste, tu vois. Le fait de tuer Kinemon, par exemple, là je dis de la merde, ça aurait été plus impactant que les morts qu'on a eu, tu vois. Non, mais je suis vraiment d'accord. Parce que tuer un membre de l'équipage, je trouve que c'est débile. Ça va pas. Sauf si c'est fait à la toute fin. Mais là, actuellement, dans l'état des choses, ça apportera rien au récit. Le principe, je pense, c'est de créer une équipe soudée et tout. Un vrai équipage pour aller fumer les plus grands. Si là, il y en a un qui meurt, bon, ça casse un peu l'intérêt du truc. Mais ouais, je suis d'accord dans les personnages français. Surtout qu'à Wano, il y avait l'embarras du choix. Enfin, les fourreaux rouges, il y avait Marco qui traînait. Il y avait des trucs comme ça. Ça aurait pas été déconnant de le faire. J'ai un autre sujet, enfin, qui vient de me venir en tête là. C'est justement, t'en avais parlé un peu du Gear 5 en vif là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le Gear 5. Et bon, vu que là c'est passé, que ça fait 2 ans presque là, déjà qu'on a le Gear 5. 3. Ah, me dis pas des trucs comme ça me vieillit. Toi, t'en as pensé quoi déjà du Gear 5? La réaction des gens? Parce que ça a été très controversé le fait qu'il y ait le Gear 5, enfin, comme t'as dit en vif. T'as des gens qui ont dit, ouais, pourquoi il y a un clown qui se bat là sur le. C'est qui ce singe qui se bat en rigolant? Bref, c'est quoi ton avis là-dessus quoi? Bah, moi, le Gear 5, si on parle de pouvoir pur, je suis fan. Moi, c'est un des meilleurs pouvoirs qu'il a foutu dans le manga. Enfin, c'est trop bien. Ça met un contraste avec les antagonistes déjà. Mais ça, tu perds pas non plus le cœur du récit parce que Luffy a toujours été un peu clownesque par moments dans les combats, même dans les combats sérieux. T'as toujours un moment où il faisait un moment le con, tu vois. Et là, c'est juste, il appuie un peu plus là-dessus, tout en gardant l'aspect Luffy qu'on connaît. De vraiment, le pouvoir en tant que tel, je le trouve vraiment super bien. Ce que je trouve un peu moins bien, par contre, c'est la façon dont ça a été introduit et amené. Ça, je pense que ça aurait, vu l'importance du truc, je pense que ça aurait gagné à être amené un peu plus tôt dans le récit que juste quelques chapitres avant sur Onigashima. Je viens d'y penser. En fait, je vais redire ce que t'as dit, je vais pas le redire, mais je pense pareil que toi. Mais
pourquoi ça n'a pas été amené avant, j'en ai pensé. Mais je sais pas si tu te rappelles d'un SBS de Oda qui disait que savait pas encore comment Luffy allait battre Kaido. Ouais. Et je pense que l'idée du Gear 5, elle est venue aussi très très tard chez Oda. J'allais dire chez Kaido. Chez Oda. Donc je pense aussi ça explique le fait que on est attendu... il a attendu le combat contre Fuzvu pour parler un peu de Nika en vif, tu vois. Parce qu'il a dû avoir l'idée très très tard. Enfin, je pense que c'est ça. Effectivement. Au niveau aussi des réactions des gens, etc., je t'avoue que je comprends pas trop l'idée parce que de ce que j'ai vu moi en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est sérieux, là il y a des enjeux donc Luffy doit être sérieux, etc. Bon alors déjà pour moi il a jamais été toujours sérieux dans ses combats. On a juste à regarder Tankman. Je vois pas ce qui est sérieux dans cette transformation, mais bref. Et en plus de ça, on va pas montrer des cases du manga, mais on voit des cases du manga pendant le combat contre Kaido, que Luffy, même s'il est en Gear 5, il est en mode sérieux. Quand on envoie sa dernière patate là sur Kaido, on voit qu'il est en mode, on va l'exploser sa grand-mère, tu vois. Donc j'avoue, même cet argument, je le comprends pas trop. Toi, t'en penses quoi? Bah, moi, je pense, il y a des gens, forcément, ils ont été déçus parce que c'était pas ce qu'ils attendaient d'un Gear 5 éventuel. Il y en a, je sais qu'à cette époque, c'était la période où tout le monde dessinait des fanarts Gear 5, Luffy, full haki, grave vénère et tout. Bon, je suis d'accord. Moi, j'aurais pas été fan, j'avoue. Je trouve pas que ça colle au perso, mais du coup, ça expliquerait qu'il y a certains soient déçus, surtout sur le coup, que ça corresponde pas du tout à ce à quoi ils s'attendaient. Mais il y en a plein aussi qui ont découvert le Gear 5 avec l'animé, du coup. Et de ce point de vue-là, je comprends un peu plus que les gens aient râlé, parce que même moi qui, comme dit, j'adore le pouvoir, je trouve que l'animé l'exploite pas super bien et rend souvent ces interactions goofy un peu illisibles. Je pense que ça impacte un peu les gens parce que du coup, tu perds de l'intérêt si tu comprends même pas ce qui se passe à l'écran. Ça, je trouve que c'est un problème global qu'ils ont avec le Gear. J'ai pas vu les derniers combats en animé, genre contre Kizaru et tout ça, j'ai pas encore vu, donc je sais pas s'ils ont réglé le problème ou pas. Mais je sais qu'il y a eu cette phase-là, surtout contre Kaido. Et ça, par contre, pour le coup, je comprendrais que les gens, du coup, ça les fait se perdre d'intérêt pour le pouvoir, surtout s'ils n'ont pas lu le manga. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop regardé les réactions des gens après l'animé. Parce que je sais plus du tout, je sais pas. Je sais qu'il y a eu une pause carrément, mais je sais même pas si ça a repris. Je t'avoue, je suis un peu perdu. Ça a repris. Mais je t'avoue que j'ai l'impression quand même que la plupart des critiques, hein, c'était des gens qui lisaient les scans tous les jours, ils regardaient les spoils, tu vois, des gens qui étaient assidus de fou. Et c'est pas, enfin, je dis pas que les gens qui regardent l'anime sont pas assidus, hein, mais ils devraient lire le manga. Mais je t'avoue que c'est plus des lecteurs du manga, je trouve, qui ont râlé plus que des spectateurs de l'animé, parce qu'en vrai, même, globalement, ceux qui regardent full anime, je trouve qu'ils ont pas trop de critiques là-dessus. Même globalement sur One Piece, en vrai, on a eu des critiques forcément sur l'animé parce qu'on sait à quel point c'est un animé à rallonge et que. Vas-y, c'est des maxeurs, ils font durer des scènes qui devraient durer 30 secondes de 5 minutes 15. 5 minutes 50 minutes, pardon. Mais je t'avoue que même, enfin, hors l'animation et le fait que ça soit rallongé, sur le scénario, j'ai jamais vu des only anime trop critiquer le manga. Hein. Enfin, le manga, le scénario et tout. Hein. Enfin, je sais pas si t'en as déjà vu, mais je l'ai jamais vu. Hein. Bah, je t'avoue que généralement, les gens, c'est difficile de savoir, perso, s'ils sont oni anime ou manga. Mais... C'est vrai qu'on le sait pas forcément, mais généralement, quand un gars il te dit oh la nouvelle transformation de Luffy, que tu vois, il met une vidéo de l'animé sur Twitter, tu captes que le boug il lit pas le manga, tu vois. Après, moi, comme dit, je pense que c'est surtout un problème d'attente et que la plupart des gens s'attendaient à un truc sérieux comme ce qu'ils retrouvent ailleurs, et du coup, bah là, ils ont été déçus d'avoir un truc goofy, enfant, je sais pas. Le truc, c'est que même, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'il avait dit que Kaido. Il pourrait pas être battu en 1v1 traditionnel. Ouais, pas d'un simple coup de poing. Et je pense qu'on aurait tous été déçus parce que Kaido, faut quand même se mettre dans le contexte, comme il nous a été présenté, comme un bouc qui est intuable, qu'on ne pouvait pas battre. On nous a présenté comme ça. Et donc, venir avec un Gear 5 avec full haki comme des gens le voulaient, putain, moi j'aurais dit c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Comment on a... Enfin, ok, on a eu le haki l'armement avancé un peu pour chauffer et tout. On a eu le haki des rois, etc. Mais je trouve que ça aurait pas été suffisant. En 15 jours, il apprend 2-3 trucs. Il nous bat un gars qui est invincible. Frérot, Oda, tu vas pas nous la faire, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'en termes de solution pour résoudre le problème de comment finir le combat, c'était la meilleure solution, je pense. Enfin, j'ai du mal à voir comment il aurait pu faire mieux, en fait, pour satisfaire les gens. Évidemment, tout le monde n'est pas satisfait, mais je pense que sinon, si ça a été, comme tu as dit, un combat traditionnel, ça aurait encore plus gueulé. Hein. Ah, mais ça aurait été la guerre. Mais maintenant, ça va être la guerre pour nous parce que on va parler un peu la commu One Piece, un peu. Mais je parle pas de la commu des gens qui suivent. Moi, je parle des créateurs de contenu. La question que je vais te poser, elle est simple, c'est tu penses quoi du One Piece game
on va dire, sur les réseaux en général, la création de contenu sur One Piece. T'en penses quoi? Alors, pour le contexte, j'avais quand même passé quelques années à écouter et regarder des vidéos de la commu FR sur One Piece sur YouTube. Maintenant, je ne regarde plus qu'une seule chaîne One Piece et elle est même pas française. Donc ça en dit long sur mon avis global dessus. Pour dire simplement, je pense que c'est ça pour beaucoup de mangas, mais on a quand même une commu qui est gigantesque et qui arrive à produire très peu de contenu très pertinent, on va dire. Moi, c'est plutôt ça que je retiens de la communauté actuellement. Ok, bah alors, moi, mon avis personnellement, c'est que on a l'une des plus grosses communes One Piece du monde, On a peut-être la deuxième plus grosse après le Japon. sans doute, mais que derrière, au niveau de la création de contenu, c'est tout le temps la même chose. On va avoir toujours des gens, réact de chapitres, analyse de chapitres, mais jamais d'analyse réellement poussée sur le scénario, tout ça. Moi, en fait, j'ai eu ce déclic-là, parce que moi, je regarde plus trop de vidéos One Piece, etc. Mais j'ai eu ce déclic-là en regardant une vidéo de Ryo Sensei, qui parlait justement... Enfin, je sais plus de quoi il parlait. Il faisait une analyse, voilà, justement, du chapitre. Et justement, il disait, il faisait une déduction. Il dit, en analysant la structure de l'œuvre, j'en tiens que nanana. Frérot, pourquoi tu nous as pas fait une vidéo qui parlait justement de cette analyse que t'as pu faire, tu vois? Je sais plus exactement ce qu'il a dit exactement, ouais, c'est une vidéo que j'ai vue il y a longtemps, mais en fait, ça m'a fait réaliser que c'est vrai qu'on n'a pas de pourquoi du comment, d'analyse plus au niveau de la narration, pourquoi Oda fait des trucs comme ça, etc. Et moi, vu que je suis juste un œil qui lit One Piece, j'ai aucune connaissance de ça, je sais pas pourquoi Oda fait les choses comme ça. Là, ça critique depuis un moment, mais peut-être que un spécialiste en narration nous dirait, oui, voilà, Oda a fait ça parce que, en fait, quand tu expliques une histoire comme ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que nanana. Mais dans la commu, on a personne qui fait ça. Bah justement, je rebondis sur ça et il faut quand même noter que les seuls contenus français qu'on a qui font une analyse de l'histoire comme ça, c'est des chaînes qui ne sont pas spécialisées en One Piece, voire même pas en manga. Genre il y a le chef Otaku qui a tenté de faire des vidéos comme ça de son côté qui sont plutôt pertinentes, je trouve. Pas toujours d'accord, mais en vrai, c'est quand même un des seuls à faire une analyse arc par arc de tout le manga et un peu sérieuse. Et sinon, il y a par exemple le Trooper qui a fait une vidéo sur One Piece et qui a plus analysé le manga en 10 minutes que des chaînes YouTube sur 4 ans d'existence. Donc moi je trouve comme ça aberrant. Et c'est vraiment, je sais pas, un acte manqué de pas faire plus là-dessus. Au lieu de se focus uniquement sur des réactions de chapitres et des analyses chapitre par chapitre qui sont intéressantes sur le coup, mais très peu pertinentes sur le long terme. Ou encore, il y a des chaînes qui le font mieux en anglais en poussant plus loin l'analyse. Je pense par exemple à une très bonne chaîne anglaise, Arthur Library of O'Hara, qui à chaque chapitre, lui au moins, il te cherche des comparaisons avec ce qui avait été dit en japonais pour saisir plus de subtilités et tout ça qui ont été prononcées ou chercher des références plus poussées. Ce que même là en France on fait pas. Donc même là-dessus on est lacunaire alors que c'est vraiment le sujet que tout le monde fait. Mais alors par contre, j'ai 2 points à dire. Déjà premièrement, au niveau du fait que les chaînes spécialisées One Piece ne font pas d'analyse et que c'est souvent les chaînes non spécialisées, c'est très réel. D'ailleurs, il y a une vidéo de... Bon, je pense pas qu'il écoutera ce podcast, mais l'Argonaute qui prépare une vidéo sur la fin de One Piece. Justement, il va un peu expliquer au niveau, parce que justement, c'est une chaîne qui parle de narration. Et bref, quand sa vidéo sortira, n'hésitez pas à la regarder, je pense qu'elle sera très pertinente. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que, en vrai, on a beaucoup critiqué, mais moi qui regardais, bon, je regarde plus les vidéos actuellement, mais le Mon Corvo avant, il y avait quand même un travail de recherche qui a été fait au niveau des inspirations de One Piece notamment, où Oda cherchait ses inspirations justement pour faire des parallèles et des théories justement là-dessus. Et justement en plus je trouve que ce qui était très impressionnant, c'était que ce travail de recherche il était fait généralement très très vite parce que justement il faisait je crois qu'il sortent encore le dimanche les analyses de chapitres. Et je trouvais ça justement très pertinent de faire des analyses aussi poussées, aussi vite aussi. Ça je trouvais ça très, très pertinent. Et également un truc à rajouter, c'est que ok, on critique les youtubeurs One Piece de faire toujours les mêmes sujets, les mêmes miniatures, tous des PNJ, mais au final, le problème ce serait pas plutôt la communauté qui consomme, parce qu'au final, si ça marcherait pas de faire ce type de contenu et que ce qui intéresserait vraiment les gens, ce serait des contenus un peu plus éducatifs entre guillemets, ils le feraient. Mais le problème ce serait pas la communauté qui veut consommer un peu du contenu
plus facile, tout simplement, quoi. Il y a moyen, mais après, il faudrait quand même avoir une tentative quelque part pour être sûr de ça. Parce que ça se trouve, qui te dit que les gens ne veulent pas avoir ce genre de contenu, mais qu'ils en ont juste pas à leur disposition. Pour l'instant, c'est difficile à savoir, vu comme dit, j'ai pas souvenir je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait une chaîne spécialisée qui ait décidé de partir dans les terrains d'analyse ou même d'autres choses, hein, peut-être, hein, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu pour l'instant, en tout cas. Donc difficile de dire si c'est vraiment ce que les gens ne veulent pas. Alors, tu penses que pourquoi ils en font pas, alors? Si, peut-être que les gens en voudraient, peut-être que ça pourrait marcher, mais alors, à quelle raison? Bah, fondamentalement, moi, je sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais fondamentalement, ça demande beaucoup plus de travail de faire une analyse plus poussée que de juste faire une analyse de chapitre ou une react. Ou même une théorie, parce qu'au final, une théorie, c'est grossièrement toi qui sort Ou ce que Reddit. tu penses. Ou Reddit. qui sort ce que tu penses. Et tes seules sources que t'as, bah, c'est chercher des informations factuelles dans le manga qui sont dites quelque part. Alors que une analyse de la narration, bon, ça te demande un peu plus de travail que ça, quoi. Faut rentrer dans les détails, voir les différents procédés d'écriture, tout ça. Et ça se fait pas aussi simplement. Donc moi, je pense que c'est une des raisons principales. Mais justement, toi, quand tu regardais des vidéos One Piece, tout ça, tu regardais qui? Moi, j'ai dit, j'ai qu'une seule chaîne, celle que j'ai évoquée avant, Arthur Library of Ohara. Parce que bah, pour les analyses de chapitres, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Je suis jamais retombé, je t'avoue, sur une chaîne narration One Piece, même si ça m'intéresserait beaucoup. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé, même en contenu anglophone. J'ai d'abord une révélation pour pourquoi les gens consomment ce contenu, parce qu'en fait je consomme aussi ce contenu. Et je t'avoue que moi, quand je regardais une vidéo d'analyse de chapitre, c'est un peu pour faire la continuité du chapitre, premièrement, d'être un peu toujours dans le bain du truc, etc. Et surtout parce que quand je lis One Piece, je suis un pur neuil et que je comprends absolument rien. En fait, mon niveau d'analyse quand je lis, il est pas à 0, il est en dessous. Donc en fait, des trucs même évidents, genre le nom des personnages, enfin si quelqu'un me les réexplique, ça me permet vraiment de les assimiler, etc. Ça explique aussi pourquoi je consommais beaucoup ce contenu. Et même avant de commencer ce podcast, j'ai hésité à regarder un truc comme ça pour justement me dire ah oui putain j'avais pas capté ça, etc. et à faire des analyses plus pertinentes. Mais vu que je fais mal mon boulot, je n'ai même pas fait ça. Mais j'avoue que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on consomme ce contenu aussi, tu vois. J'ai pas dit que le contenu était factuellement mauvais, mais je pense que se reposer uniquement là-dessus, c'est sacrément dommage. Ça y est, les théories, évidemment. Ça... Des théories qui viennent de Reddit d'ailleurs souvent. Mais n'en parlons pas, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, certains ils font leur théorie, il y en a, on sait où ils les pompent. Après, du coup, si on veut encore un peu être taquin avec la commu One Piece, il y a aussi un problème que je trouve assez prépondérant, c'est tout ce qui est putaclic. Alors, je sais que le putaclic, il y en a partout, surtout sur YouTube, dans les autres commu manga, mais il faut quand même s'avouer que One Piece a quand même une sacrée réputation de contenu putaclic. Enfin, je pense que tout le monde voit de quoi je parle, une big tête de personnage qui n'apparaît que sur une case du chapitre, avec écrit « Non, révélation ultime, Imu chamboule le monde, Xebec est la révélation ultime de sa puissance », des trucs comme ça, et qui généralement veulent rien dire en plus dans les titres. Mais... Oh putain, en fait, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis parce que globalement, comme tu l'as dit, c'est partout. Et je trouve pas qu'en fait, alors ça c'est plus la définition, mais je trouve que putaclic c'est littéralement un peu mentir sur ton contenu. Je trouve que globalement, si on regarde quelques chaînes, c'est plus un truc aguicheur qui donne envie de cliquer. Et forcément, ça va faire un titre bateau, analyse chapitre 1052, enfin, personne va cliquer dessus, c'est aussi leur moyen de gagner leur vie, donc forcément il faut qu'il y ait des gens qui cliquent dessus. Donc moi je vais pas reprocher à des gens de faire des titres aguicheurs. Après il y a quand même eu des titres de vidéos YouTube vraiment macabres, mais et qui tendent quand même sacrément du coup vers le putaclic, je suis désolé, parce que certains des discours et déclarations sur notamment la puissance ou des trucs comme ça, c'est assez courant qu'on retrouve. Ah bah alors justement, moi il y avait un youtubeur que je kiffe toujours, c'était Ryo Sensei, c'était vraiment le prime enfin j'aimais bien ses vidéos, etc. Mais des fois sur les titres, hein. Des fois sur les titres. Attendez. Chapitre 1000. Luffy bat enfin Kaido. La victoire finale pour le One Piece. Et des titres. Mais en fait, là, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Rox dit Zebek dévoile enfin son Haki des rois suprêmes et sa puissance. Haki des rois suprêmes. En vrai,
J'ai pas vu la vidéo, peut-être qu'il fait des théories en parlant de soit qui des rois de fou, tu vois, je ne sais pas. Mais il nous fait des titres des fois vraiment de zinzin. En plus, il parle de dévoiler. On a eu une case, où on a vu un peu des éclairs. Mais après, c'est pas faux, tu vois. En soi, on a vu qu'il avait l'acquis, etc. C'est juste un peu un maxer, mais c'est drôle. En vrai, moi, je trouve ça super drôle et je kiffe ses vidéos d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est cool ce qu'il fait, etc. Mais sur les titres, il bombarde, hein. Il bombarde, hein. Vraiment, il est inspiré. Mais on kiffe. Sinon, même si on regarde d'autres chaînes, c'est un peu la même chose. En vrai, les titres se ressemblent un peu tous. Bon, comme dit, en fait, les trucs se ressemblent, hein, même au niveau des miniatures, ça se ressemble, quoi. Bref, je pense qu'on a assez d'éviter et on va se faire assez allumer par toute la commu. Donc je pense qu'on va changer de sujet. On va passer sur le dernier, je pense. C'est la réflexion que je me suis faite, c'est à la fin de One Piece, qu'est-ce qui va se passer? Parce que One Piece, c'est une grosse licence. Jamais de la vie, la Toei, les ayants droit, ils vont juste dire c'est la fin. Plus de contenu One Piece. On laisse ça. Ils vont nous faire des spin-offs. Tout plein de trucs. Et justement, un point de... Je me suis dit que c'est possible qu'ils fassent ça. Justement, il y aura un peu un One Piece verse où ça commence à faire des spin-offs sur des persos, parce que on sait que Oda il a tendance à laisser beaucoup d'intrigues de côté. C'est notamment pour ça que le chapitre sur Zebek nous a tous matrixés parce que ça fait des années qu'ils nous en parlent. Et justement, je pense que la Toei, les ayants droit, ils y pensent aussi. Donc est-ce que toi t'en penses quoi de si ils font que il y a un sorte de One Piece verse avec des spin-offs, des trucs en animé, en manga, un peu comme on a un peu actuellement, mais en plus boosté vu qu'il y aura plus One Piece. Toi t'en penses quoi de cette possibilité? Tu serais content? Tu trouverais que c'est éclaté? Bah t'en penses quoi? Bah, moi, je t'avoue que là, proposer comme ça l'idée, ça fait peur un peu. J'ai des visions Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et ce genre de choses. Je serais pas spécialement heureux que ça continue comme ça pour être honnête. Après, si je veux être un peu plus optimiste, ça existe déjà en soi. Il y a déjà des romans, notamment. Il y en a 2 sur Ace qui ont été du coup adaptés en manga par le dessinateur de Dr. Stone. Et il y a également un roman sur l'eau qui était sympatoche. Pour l'avoir lu, voilà, c'est pas transcendant, mais ça avait le mérite d'être sympa. Et il y en a aussi un autre, il me semble, sur des histoires liées à chaque membre de l'équipage, mais qui les impliquent pas directement. Donc d'un point de vue extérieur, ce que certaines personnes voient de l'équipage. Donc il y a déjà des trucs comme ça qui existent et qui sont sympas, honnêtement. Mais maintenant, ce que j'aurais plus peur, ce serait un projet à grande échelle. Je sens comme qui viendrait, genre un deuxième anime, un One Piece 2, non mais... One Piece Shippuden. Un délire comme ça, par contre, ça me ferait beaucoup plus peur, je t'avoue. S'ils continuent des projets spin-off dans leur coin, why not? Mais un gros projet comme ça, j'y crois très moyen. Quand tu parles d'un gros projet, vas-y, c'est quoi ta vision d'horreur alors, là-dessus sur le projet? À quoi il ressemblerait ce... Bah tu vois, Dragon Ball Super? Ouais. Bon, bah, ça peut ça, hein. En vrai? Déjà, reprendre les persos qui existent, ce serait la pire idée du siècle. Vas-y, pourquoi? Mais parce que ils auraient déjà fini leur développement, ils auront fini. Les reprendre, ce sera juste débile et ça servira à rien, à part faire de la thune. Et même reprendre l'époque actuelle, ce serait casse-gueule. Parce qu'on a déjà vu trop de trucs, il y aurait trop de liens à faire. Et éventuellement, s'ils nous faisaient un mini-animé ou manga qui se déroulerait il y a 200 ans ou je sais pas quoi, avec une supervision un tant soit peu présente d'Oda pour l'été, pour certains points, ouais, why not? Ça dépend de ce que ça peut donner. Je serais toujours pas convaincu, mais... En fait, ce que t'as peur, c'est qu'il y ait une suite à One Piece après la fin. Déjà, ouais, je pense que c'est le pire truc qui pourrait arriver. J'avoue qu'en fait, moi, grand fan de One Piece, manger des contenus One Piece, même si ce sera des trucs comme ça va le manger comme il faut. On va bien manger le plan, on va le finir. Mais je t'avoue qu'en vrai, je pense que ce serait un peu dommage de continuer One Piece après la fin. Mais moi, je voyais plus ça dans un style où, par exemple, beaucoup de personnages secondaires qui n'ont pas été développés. Tu fais un peu une petite explication comme... ceux qui ont vu Lutte Tokyo Revenger, on a pu avoir ça avec Shifuyu, je crois. C'est ceux qui ont la ref. Justement, on avait un 4-5 tomes qui expliquait un peu son parcours et tout. Je trouve que ça pourrait être intéressant parce que Oda, il nous en a laissé des intrigues. Et on sait très bien qu'à la fin de One Piece, il va rester au moins 25 intrigues non résolues.
Et je t'avoue que moi, je serais un peu sur ma faim si forcément on n'a pas des éléments de réponse, au moins pas tous, mais quelques. Mais après, ça dépend, parce que ça peut aussi desservir à la fin de One Piece. Parce que, comme dit, le développement des personnages sera fini, l'histoire est finie. Donc, il faut pas que ça empiète là-dessus. C'est juste ça, je pense, qui serait l'élément principal pour que ce soit bien fait, quoi. Moi, c'est comme dit, c'est plutôt comme dit, s'il reste sur des spin-offs, je pense que ce serait la meilleure solution actuellement qui pourrait apporter. Le reste, on a bien vu dans les autres, pour les autres œuvres ce que ça a donné. Bon, je sais que Boruto est pas très catastrophique en manga, mais en animé, c'est une autre paire de manches. Dragon Ball, on connaît. Donc, ça vend pas spécialement du rêve. Moi, dans l'idéal, ce serait tout simplement qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Point. Il y aura, de toute façon, on se bouffera quand même le live action Netflix, quoi qu'il arrive. Ah, et ça, Après, il est plus bon. pour l'instant, moi, je suis toujours très curieux de savoir comment ils vont réussir à avancer, parce que plus ça va avancer, plus ce sera galère à adapter. Et même, de toute façon, on aura le remake de l'animé normalement par Beat Studio, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc même là on sera pas en manque de contenu. Limite vaut mieux, je pense, qu'ils se focus là-dessus que essayer de faire plein de projets à côté, parce que si c'est juste pour détruire la réputation de l'œuvre comme ils ont fait pour d'autres, c'est pas spécialement nécessaire. Mais en fait, là, ça me fait peur parce que je t'avoue que là, en fait, dans le fameux Big Tree qu'on a eu, enfin, les gros mangas, enfin, c'est pas le Big Tree du coup, parce qu'il y a Oui, Big pas Tree, Big. mais je parle de Dragon Ball, Naruto. Les deux ont eu des suites plus ou moins douteuses. One Piece, on est cook. En fait, là, je me suis dit, bon, que théorie, mais je pense que c'est sûr qu'ils vont faire un One Piece 2 avec le fils de Luffy qui devient roi des pirates. Bon, je suis un maxeur. C'est sûr qu'on aura un truc comme ça, en fait. On les voit pas. Enfin, en fait, One Piece, c'est une mine d'or pour eux. Je les vois pas arrêter juste One Piece. Juste parce que bon, il faut quand même que l'œuvre reste carrée. Non, ils veulent renta, c'est tout. Ils veulent juste renta, je pense. Surtout la Toei, frère. Ouais, non, comme dit. Après, je pense que ce sera pas possible. On dit One Piece 2 pour rigoler, mais ce sera pas possible, je pense, parce que quelque chose me dit que la fin de l'histoire mettra un fin à pas mal de trucs qui empêcheront une autre histoire de pirate comme ça et tout. Et si One Piece, tu suis pas un pirate ou un marine ou je sais pas quoi, tu perds quand même sacrément l'intérêt du truc. Donc c'est pour ça que je pensais plus une histoire de préquel. Ouais. Mais on a vu des exemples récents d'œuvres où des préquels ne se sont pas très bien déroulés non plus. Donc, genre le Seigneur des Anneaux. Mais du coup, pas non plus super convaincu, mais ce serait peut-être la meilleure option s'il devait en choisir une. Mais même en fait, je réalise que la différence entre ces deux œuvres, enfin entre One Piece et Dragon Ball et Naruto, c'est que One Piece est un élément très important dans l'intrigue. C'est le One Piece, littéralement. Et qu'à la fin du manga, on saura ce que c'est. Et que faire une suite, alors que tout a été animé par justement le fait que qu'est-ce que le One Piece, nanana, ça risque d'être compliqué. Après, ça dépend aussi comment est fait la révélation de One Piece, mais même, je trouve que ça perdrait un peu de son intérêt au final. Juste à cause de cet élément, on perdrait de l'intérêt à une suite, quoi. Ça c'est sûr, mais est-ce que les gens, les décideurs de la Shueisha et de la Toei vont être de cet avis? Je suis pas tout à fait sûr. Mais même en vrai, c'est même c'est même beaucoup plus compliqué, je pense, que de faire une suite qui serait même un poil pertinente juste avec ça. Alors que Dragon Ball, Naruto, il y a eu des ratés, et des trucs, mais il y a des possibilités de Il faire des aurait trucs pu pertinents. avoir un potentiel, c'est vrai. Et là, dans tous les cas, ce sera moins pertinent que l'œuvre de base, quoi. Ouais, voilà, là, je vois pas comment il peut faire autrement, je t'avoue. Je voulais faire un dernier point parce que t'avais parlé de live action, etc. Et justement, t'as évoqué du fait que plus on avance, plus ce sera difficile à adapter. Mais c'est vrai, mais par contre, ce que je me suis dit par rapport à ça, c'est que le live action a pris des libertés, voilà. Néanmoins, je pense que le live action, justement, va partir dans une autre direction par rapport au manga. Ce qui va permettre, justement, de un peu adapter, d'adapter le manga à la réalité. Parce que, forcément, nous faire une Big Mom de 12 mètres en live action, ce ne sera pas possible. Néanmoins, adapter le personnage à ce qui est possible à faire dans la réalité, je pense que là, ça pourrait être pertinent. Et même aussi, nous qui sommes à fond dans l'œuvre depuis des années, ça nous donne aussi un intérêt de regarder le live action. Parce que moi, j'ai kiffé la live action aussi parce que ça a permis de voir One Piece d'un autre prisme.
Même au niveau du développement des persos, il a été un peu différent. Même la personnalité de certains persos était différente. Et je trouve que ça a été intéressant parce qu'au final, ça nous permet de voir ce qu'aurait pu être One Piece entre guillemets. Et je pense qu'au final, ça pourrait pas être si catastrophique s'ils prennent en compte que ça reste une adaptation. Enfin, si nous, même les spectateurs, on prenne en compte que c'est une adaptation et donc ce sera forcément différent. Et que eux, ils prennent en compte que ils peuvent pas tout refaire de One Piece parce que c'est un manga, quoi. De toute façon, pour revenir là-dessus, sur cette histoire de liberté, j'ai quand même pour avis sur la première saison du live action que les moments qui étaient les plus réussis du live action, c'était les moments où justement ils prenaient le plus de liberté. Alors pas tous, je suis pas spécialement fan de l'histoire de Garp Kobe qui traînait comme ça et qui avançait pas beaucoup, mais il y a quand même genre introduire les hommes poissons sur le Baratie, même avoir une relation un peu plus concrète entre Zoro et Nami, parce que dans le manga c'était assez léger, là t'as vraiment l'impression ils se connaissent, ils sont potes quoi. Des trucs comme ça, c'était vraiment très cool. Et justement les moments où même le live action était le plus faible, c'était le moment où il tentait de refaire les moments du manga. Je pense à Arlong Park. C'est vraiment ce moment qui m'a un peu trigger, on va dire, entre guillemets. Mais là où dans le manga et même dans l'anime, c'est une scène qui fonctionne toujours super bien. Dans le live action, moi déjà je sais pas pourquoi ils ont choisi la nuit, on voit rien, c'est pas très pertinent. Mais en règle générale, la scène rend pas autant parce que One Piece c'est connu pour exagérer les émotions. Et genre c'est vraiment dans l'ADN, ça pleure, ça pleure toutes les larmes du corps quand ça gueule. T'as la bouche qui est déformée comme pas possible. Enfin, des trucs comme ça. Et c'est pas possible de le faire en live action. Et la scène, elle rend un peu. Il manque un truc, tu vois, dans la scène. Et je pense j'espère qu'ils en ont pris conscience et qu'ils vont réaliser que c'est sur les prises de liberté qui s'en sortent le mieux. En fait, t'as carrément tout dit. Et je pense qu'on a beaucoup parlé, ça fait quasi 1 heure. Donc, les gars, merci d'avoir écouté le podcast le plus ghetto de France sur One Piece. On critique le YouTube game One Piece, mais je pense qu'on fait baisser le niveau. Donc bon, j'espère que ça vous a quand même plu. Et on se retrouve je ne sais pas quand pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et tout. Et on se retrouve pour le prochain épisode à une date indéfinie. Tchuss. Salut.